Hey tout le monde, à table! Bienvenue à table, un podcast où deux gars grisonnants jasent ludique en votre compagnie. Salut tout le monde, bienvenue à table podcast ludique épisode 6, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Martin n'a pas pu se joindre à nous pour le taping du show, mais on va faire ça là, comme des grands garçons ensemble. Puis ça ne nous empêchera pas quand même de faire un bon show. Puis dès que Martin aura un peu de temps là, devant lui, là, qu'il va avoir résolu là, ce qui fait qu'il ne peut pas venir avec nous, il va pouvoir nous retrouver. Là, je crois bien là, à l'épisode 7, là, sans problème. Donc, aujourd'hui, la façon qu'on va fonctionner, dans le fond, on va procéder un petit peu là, comme le show 5. Ça veut dire que je vais commencer par une présentation. Après ça, je vais vous faire un petit peu une table talk là, sur deux jeux que j'ai essayés depuis la dernière fois. Évidemment, on en a joué plus, mais deux que je sens que je suis rendu là à un point où je suis capable de vous donner mon avis, mon opinion. Et après ça, ce que je pensais faire, c'était peut-être, je vous ai dit dans les différents déballages là, que j'ai vendu certains de mes jeux dans une vente de jeux usagés là, dans ma boutique là, locale de jeux. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas revenir sur ces productions-là que j'ai vendues? Qu'est-ce qui fait que la greffe a peut-être pas pogné pour moi? Fait que, écoutez, là, on passe ça sans plus tarder de même, puis je vous montre Thunder Alley qu'on a déballé, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Un GMT que j'ai eu usagé à très bon prix, je dois dire. Thunder Alley, c'est un jeu de course et j'en ai pas joué tant que ça des jeux de course. Moi, dans ma ludothèque, j'en ai un, c'est maintenant deux là, avec celle-là. J'ai The Quest for Eldorado du docteur du docteur du docteur Rainer Knizia, celui qui a, je pense qu'il doit avoir 600 ou 800 jeux ou design plutôt à son actif si on se fie à BGG. Alors, j'ai jamais essayé là, les gros canons. Là. On pourrait penser à Formula D, on pourrait penser à Downforce, Automobile, ou plus récemment, dans le genre deck builder, on a eu Heat. Je crois que ça va déjà bien faire 2 ans, certain que c'est sorti sous une mécanique deck builder, on l'a dit, qui, je crois, est un design transformé de Flamme Rouge, ou Flamme Rouge en bon français. Donc, pour moi, c'est pas mal le premier jeu de course. Excusez-moi. Le premier jeu de course, voiture, le motorsport, que j'essaye. Et avant de m'en aller sur comment je le feel, puis ça, peut-être vous montrer un peu de quoi que ça a l'air, puis comment que ça marche. D'ailleurs, je crois que je l'avais mentionné quand j'ai fait le unboxing. Les plateaux GMT, là, vous avez vu, là, c'est pas une grosse boîte carrée, là, c'est vraiment bookshelf, le format comme c'était d'un livre. Et donc, c'est souvent des 8 panneaux, et ils ont tendance à gondoler un petit peu, là, tellement elles sont épais, sont de bonne qualité, mais quand on les déplie, ils ont tendance à faire des bosses puis à flotter. Je me suis acheté une petite patente, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Attendez un peu, non, ça ici c'est trop loin, je vais vous amener ici, et voilà. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, des petites clips de plastique, il y en a une que je n'ai pas installée. C'est pas plus compliqué que ça. Pour 8 clips, c'est quand même assez cher là, pour quelque chose que quelqu'un pourrait faire avec une imprimante 3D, mais regardez, là, vous voyez ça comme étant un autre accessoire là, pour gamer. Donc, vous faites attention, vous glissez le board ici, boom. Donc, ça, c'est contre la table. Puis ici, ça tient le dessus, ça va tenir là, les tranches collées ensemble. Ou dans le cas où c'est juste une pliure, ça va essayer de garder le board à plat. Donc, vous voyez comme ici, là, c'est pas une coupure, c'est une pliure, mais j'en ai... J'en ai mis un ici là, pour pas qu'il relève de ce bord-là. Puis dans le milieu ici,
Aussi, là, j'en ai mis un, puis un petit peu tout le tour, là, jusque sur le coin. Je ne sais pas si on va le voir, là. Ici, là, j'en ai mis un autre. Parce qu'un coup qu'on met ces petits gugus-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le plateau, il a tendance à vouloir se lever comme ça. Donc, en le clippant tout le tour, ça permet de l'avoir plutôt plat. Je vous mettrai le lien là, quelque part autour là, de ce que j'ai pogné. C'est un autre bebelle Amazon. Je le sais qu'en ce moment, Amazon, c'est plutôt touché là, au moment qu'on l'enregistre, mais si on est capable d'aller dans les boutiques locales, c'est sûr qu'on le fait. Mais il y a des fois, il faut bien le dire, c'est un distributeur de bien des produits qui peuvent être utiles. Enfin, si ça ne fait pas votre affaire, passez-vous-en. Puis pour ceux que ça intéresse, je mettrai le truc, comme je vous dis, là, quelque part autour ici. Donc, Thunder Alley. J'aurais dû peut-être avancer un petit peu mon setup, mais ça va me permettre de vous montrer un peu comment je me suis organisé. Un beau token tray ou un plateau de chocolat Laura Socor. Il n'y a pas tant de jetons différents dans cette production-là, mais ça reste toujours bien plus pratique de l'ouvrir pour accéder à tout ce qu'on a de besoin dedans. Donc, on rouvre ça. Je vais vous faire un petit setup vite pour vous montrer les concepts les plus importants. On va y aller à 3 voitures par écurie. Oh mon Dieu, la ligne de départ est à l'autre bout. Là, fait que je vais faire ça ici. Là, on va présumer que le pli ici, c'est la ligne de départ. Donc, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça de même, on va faire ça de même, on va faire ça de même, et on va faire ça comme ça. Pour ceux qui regardent, j'espère que vous connaissez un peu le stock car là, ou le NASCAR. Par les statistiques, je sais que on a pas mal de followers en France. Donc, évidemment, la F1, je crois qu'elle est, du moins là, les embarcations monocoques, je crois que c'est beaucoup plus populaire de votre côté que le stock car. Mais si vous êtes intéressé, là, vous tapez NASCAR là, sur YouTube, là, puis vous regardez un petit peu la façon que ça fonctionne, peut-être pour comprendre certains des mécaniques qui ont été inclus ici. Puis, c'est pas un playthrough, là, je vous explique pas comment faire le setup, comment faire ça, c'est vous montrer un petit peu comment que ça marche pour qu'après ça, on puisse comprendre un petit peu mes impressions. C'est un jeu de course qui se gère tout par carte. Essentiellement, la façon qu'un tour fonctionne, et on va le voir, je vais vous le lire, là, mais c'est quelque part ici, là, je peux-tu faire un zoom là-dessus sans tout sacrer mon grabat à terre? Allez, un peu. Non, ça sera vraiment assez clair. Fait qu'on va revenir ensemble ici, là, comme ça. Et voilà. Donc, c'est un jeu de cartes qui va... C'est un jeu de course qui va se jouer avec une main de cartes. Un tour commence avec chaque joueur va aller piger dans le deck communal qui est ici un nombre de cartes qui est égal à plus 1 son nombre de voitures au départ de la course, parce qu'il y a des moyens d'avoir des voitures accidentées et compagnie. On part toutes là, dans le cas d'exemple ici, la course à 3 joueurs, donc je pige 4 cartes. Et à tour de rôle, donc autour de la table, on va chacun jouer une carte qui va nous permettre de déplacer une des voitures de notre écurie suivant certaines règles de déplacement. Règles de déplacement qui sont évidemment dans les instructions, mais qui sont aussi rappelées, puis on va voir là, si on est capable, là, je vais tasser à la lumière ici. Ouais, on le voit un petit peu ici, là. C'est pas très clair, mais c'est un rappel sur les règles de mouvement. Dans le fond, là, c'est le player rates, là, sur la façon que ça fonctionne, là, dans cette zone-là ici, avec les pénalités en cas d'accident. Et voilà. Et donc, chaque joueur, à tour de rôle, on va jouer une carte. J'ai-tu un solo ici qui pourrait me permettre de... Attendez, je vais en trouver une là, qui va comment, au moins pour l'exemple, puis après ça, on pourra expliquer chacun des types de mouvements. Et voilà, j'en ai un ici. Donc, puis là, bon, mettons que ça a été joué précédemment. Et voilà, je reviens avec une main de...
Les cartes ne sont pas uniques. Je pense qu'il y en a peut-être une douzaine ou une quatorzaine qui sont en triple ou en, ça faisait 14, probablement en 4 copies chaque. Si exemple, je dis ici, comment que ça marche une carte? Il y a un nom. Ici, c'est un nombre de mouvements sur lequel je vais pouvoir me déplacer essentiellement sur la grille qu'il y a là. Ici, c'est un nombre de mouvements à la sortie des puits pour simuler et une accélération et le fait qu'on ne peut pas rouler à plein régime à la sortie des puits. Ici, vous aurez, s'il y a, les dommages que votre voiture prendra suite à ce mouvement-là. Ici, vous allez avoir le type de mouvement choisi avec certaines règles si applicables. Et ici, lorsqu'il y a un choix à faire, exemple, là, puis généralement, ça va venir des cartes événements, bien, on pige une des cartes dans le deck, puis on va aller lire ici l'ordre, dans l'ordre, quelle écurie sera impactée par l'événement qui arrive. Donc, on joue des cartes, on performe les actions à tour de rôle. Exemple ici, si c'est je jouais 7, je choisis une voiture ici et je vais la déplacer du nombre qu'il y a là. Donc, dans ce cas-là, ben, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis là, ma voiture sera rendue dans le coin là. Lorsqu'on l'a joué, on la vire de côté. Ici, là, on le voit quand même assez bien. On voit que le fond de la voiture est blanc. Ici, on voit que le fond de la voiture est noir. Essentiellement, ça nous permet de savoir quelle voiture a été jouée pendant un tour. Donc, il y a le concept que pendant le jeu, j'ai-tu le jeton ici pas trop loin? Most turn, il n'est pas là. Current, first player. Oui, ici. Donc, il y aura ce qu'on appelle, ça c'est le jeton, ben, c'est first player, mais c'est aussi ça qui nous permet de savoir, on est rendu, est-ce qu'on est à un tour blanc ou à un tour noir. Donc, on va jouer toutes nos voitures blanches. Quand toutes les voitures blanches, on va faire toute la patente qu'on a vue dans le coin avec les événements et tout, et l'entretien de fin de tour. Ensuite, là, toutes nos voitures vont être rendues noires. On va jouer toutes nos voitures, puis on va les virer du côté blanc. Et on fait comme ça, à tour de rôle, on tourne autour de la piste. Ici, donc, j'ai dit, je joue 7. Ma voiture prendrait sur mon plateau joueur, ici j'ai joué la voiture, j'ai l'écurie bleue, donc sur mon écurie bleue, sur la voiture 9, ma voiture prendrait un dommage de type pneu. Puis ici, là, ce sont des boîtes, ce n'est pas des choses à recouvrer, c'est juste des boîtes parce qu'il y a le concept des dommages temporaires et des dommages permanents. Et c'est comme ça, jusqu'à la fin de la course, puis le premier qui traverse la ligne gagne, puis après ça, les autos qui passent. C'est bien beau ça, mais on sait que souvent, le NASCAR ou le Stock Car, c'est beaucoup de voitures collées, surtout en début de course. Vous voyez ici, il y a solo mouvement, mouvement du leader, le lead movement, là, le terme me manque, sa francisation, avec une flèche en arrière. On a ici un draft movement avec ici des instructions. Et on a ici watch the gauge, encore là, avec des instructions. Il y en a-tu des fois? Ben, tantôt on en a vu un, mais c'est généralement assez faible la quantité d'instructions qu'il y aura ici, mais ça peut arriver qu'il y a plus d'instructions, généralement thématiques avec le nom de la carte. Il y a le concept du chaînage dans ce jeu-là. Tantôt, j'ai dit solo movement, on voit qu'il n'y a pas de flèche, puis j'ai juste pris une voiture et je l'ai avancée. Ça signifie donc que quand je joue cette carte-là, je joue une voiture seule. On va la mettre ici. Le draft lead, j'ai besoin par exemple d'un pursuit pour pouvoir... Et voilà. Il y a le principe du chaînage.
Le chaînage, on peut imaginer que si je bouge cette voiture-là, les voitures en arrière, pour simuler la tirée, là, en anglais, là, la draft, là, donc, où l'effet de. Où c'est que lui coupe l'air, fend l'air, donc les autres peuvent poursuivre au régime derrière et profiter de l'effort que la voiture de tête va faire. Ils ont créé dans le design, il y a ce qui s'appelle le chaînage. On va tasser ici, puis on va se donner un petit peu de place là, pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça rime. Si ma voiture neuve ici jouait la carte Lead Movement, donc la flèche ici démontre que la chaîne est en arrière. Donc si je jouais 7 dans le contexte actuel qu'on a là, lui avance de 7, mais tout le monde va le suivre de 7. Les amis, les ennemis, tout le monde roule ensemble à bon train, mais seulement la personne, le joueur qui a joué la carte sur la voiture qu'il a joué sur ce tour-ci va avoir les dommages. Les deux autres qui suivent n'auront pas ça. On recule ici. On remet le setup. Il y a la même affaire que le mouvement lead, mais ici, c'est un mouvement de poursuite. Faut imaginer là, que pendant qu'on joue, là, toutes les voitures bougent. Donc, le mouvement de poursuite, si je joue ça, ça veut dire que moi, j'avance de 6, mais la chaîne qui est devant moi vas-tu la voir? Toutes les voitures devant moi vont aussi suivre car c'est une chaîne, tous les maillons sont attachés. Donc, si je jouais ici, je peux peut-être la mettre là. Donc, c'est un mouvement de poursuite à 6. Puis je joue ma voiture 4. Tout le monde va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous êtes hors champ, mais on comprend un petit peu l'idée. Ça fait en sorte que le jeu et tout le monde qui va être autour de la piste va rester quand même. Là, il va y avoir, là, il n'y aura pas d'immobilisme. Tout le monde va bouger. Dans ce cas-là, 6, j'ai pesé sur le gaz, donc ça m'a coûté de l'essence. De l'essence, ici qu'on voit les pions. Ça avance, puis c'est un mouvement de poursuite. Ici, watch the gauge, staying with the... Ah, tantôt c'était ça, je pense que je vous ai montré ça là. OK. Des mouvements de ce qu'on appelle de draft. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il y a un petit peu de lecture, c'est le même type de mouvement. Regardez les logos. Lui me permet d'avancer de 6, mais ça va coûter cher en essence. Celui-là coûte moins cher, mais je ne peux pas commencer avec des mouvements latéraux. Donc, de promener comme ça, on ne l'a pas vu, on va peut-être le regarder un petit peu tantôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la même affaire qu'un poursuite ou qu'un lead, mais ça peut aussi fonctionner pour la personne qui est dans le milieu. On va les mettre ici, les exemples. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si je suis 4, je n'ai personne derrière moi, donc je peux avancer de 6 ou de 4 sur la carte. Si je suis lead, si j'ai personne devant, je peux avancer de 6 ou 4, mais c'est surtout utile pour les voitures qui sont au centre, parce que dans ce cas-là, je pourrais avancer de 4 si on joue celle-là. 1, 2, 3 et 4. Parce que la chaîne va bouger. Si on prend la voiture, mettons 42 ici, rouge, puis on va mettre ces exemples-là. Ici, je ne peux pas faire de mouvement lead sans coûter, là, parce qu'il y a des règles de contact de voiture. Parce que je suis en lead, je n'ai pas de chaînage en avant, la 9 me bloque. Par contre, je pourrais faire un mouvement latéral 1. Ici, on voit que les deux carrés sont liés, donc celle-là, elle est liée à celle-là. Puis on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5 et continuer comme ça. Et là, soudainement, la 9 ne fait pas partie de la chaîne parce que j'ai joué une carte lead. Il n'y a pas de chaînage en avant, c'est moi le début de la chaîne. Au même titre que poursuite,
Mais si je la jouais sur celle-là, le chaînage se fait qu'en avant, donc ça ferait essentiellement un mouvement solo parce que je n'ai pas de chaîne en arrière. Et je vous ai montré essentiellement peut-être les 4 ou 5 types de mouvements. Donc, on avait un petit peu mouvement latéral et latéral, avancé, le chaînage. Il y aura, selon si vous avez des dommages, des pénalités qui sont sur le coin du board ici. Là, je ne sais pas si on peut le voir. Ici, là, je pense que je serai pas capable de faire un zoom assez fort pour ça, mais ici, il y aura, selon le nombre de jetons de dommages à votre voiture, comme ça, ben, il y aura des pénalités de mouvement. Un coup que tout le monde a joué et que là, mettons, on était sur le tour blanc, tout le monde a joué et les voitures sont en noir, il y aura le moment de gérer des événements. Les événements, il y a qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il y a ici, c'est le thème, dans le fond, là, des dommages. Donc, ici, on voit là, la voiture qui a le plus de jetons pneus ben, va faire, mettons, un arrêt au puits de 10 espaces. Sa voiture, il a pogné une crevaison. Et c'est un drapeau vert. La course continue. Ici, ben, la voiture qui a le plus de dommages de suspension va subir quelque chose. Et la course continue. Et c'est comme ça, donc, les dommages qu'on peut ramasser ici, qui sont de quelques types, si on les regarde, peut-être en faisant un petit zoom là, pour vous aider. Il y a ici des dommages, on va dire temporaires de suspension. Temporaires, pourquoi? Parce qu'il y a deux formats de jetons de dommages. Il y en a des petits, il y en a des gros. Fait qu'on a des petits dommages de suspension, des pneus, de l'essence, et ici, de la carrosserie. On a ici les deux gros jetons, donc on a des dommages à la transmission de façon permanente, donc irréparable. On va avoir ici la carrosserie de façon irréparable. On aura ici le moteur irréparable et on aura ici la suspension irréparable. Le concept de réparable-irréparable va être important. Pourquoi? Ici, on le voit, là, temporaire ou permanent. Tout dommage temporaire peut être retiré avec un arrêt au puits, qui est essentiellement une phase qu'il y a. On peut-tu zoomer out, s'il vous plaît? Merci. Caméra. Caméra. Zoomer out. Merci. Ici, là, il y a une phase qui s'appelle le puits. Donc, nos voitures peuvent aller au puits pour simuler que que toute la course bouge. Souvent, il y a une pénalité de recul. En fait, vous voyez pas ça comme la voiture vraiment qui recule, mais c'est une distance relative là, qui s'est créée entre la voiture au puits et le restant du pack de voitures qui avance. Puis ça, c'est fait pour retirer l'arrêt au puits, pour enlever les dommages temporaires. Les dommages permanents, on ne peut pas les enlever. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, à partir de 3 jetons dommages, de n'importe quel style, on va commencer à avoir des pénalités de mouvement. 3 jetons, moins 3. Donc ici, là, si j'avais 3 jetons de dommages, mais cette carte-là, elle devient 7. Elle devient 4 plutôt. 7 moins 3, 4. 4 jetons, 4... on fait moins 4, 5 jetons, moins 5, et à partir de 6 jetons, votre voiture, elle est détruite. Et ainsi de suite. Et les voitures vont passer la ligne d'arrivée qu'il y a au bout. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Selon les positions, je vais juste vous en sortir deux ici. On voit, mettons, la 15e place et la 7e place. On voit qu'il y a des points en rouge. Donc, il y a un petit jeton comme ça pour les 20 quelques places sur lesquelles la course peut prendre. Et le gagnant sera l'écurie avec la plus haute somme de points. Donc, vous pouvez ne pas arriver premier, mais si vous avez le plus de voitures, mettons vous avez été très tight, puis vous êtes arrivé 2, 3, 4, 5, si vous jouez à 4 voitures, puis les autres ont eu des voitures détruites et compagnie, tu peux arriver premier, mais tu ne gagneras pas parce que ce qui est important, ce n'est pas la voiture, mais c'est ton écurie.
Je me suis un petit peu égaré, mais c'est ça. Donc, on continue. Puis, ça, c'est pour les différents trucs là, de façon très thématique. Overcast. Each team may return one tire token stock from one car. Donc, ici, brush the wall avec un drapeau jaune. Ce que le drapeau jaune veut dire, c'est que j'aurais aimé ça qu'ils mettent un jeton, mais il va y avoir un pace car, la voiture là, qui ralentit là, tout le peloton. Et il y aura une action où on va prendre tous les retardataires, puis on va les ramener pour refaire un tas de voitures qui va aussi changer un petit peu l'ordre des autos pour après ça repartir en fou. C'est une façon de faire un petit peu de mécanique là, de rattrapage là, de ceux qui pourraient avoir pris beaucoup de retard. Donc ça, c'est pour les drapeaux jaunes. Et il y a, dans tout le paquet des événements, donc dans tout ça, il y a 2 cartes pluie. On voit un drapeau rouge et un drapeau vert. Donc, le drapeau vert signifie que la course continue. Par contre, si la deuxième carte pluie sort, la course est finie immédiatement. C'est un sudden death. Et les points seront distribués en fonction du placement des autos au moment où la course est arrêtée avec un drapeau rouge. Ensuite, il y aura la phase d'entretien, on refait nos mains, puis ça continue. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai joué 3 fois à peu près. Je l'ai joué une fois partie d'apprentissage à 2 écuries et 2 fois partie 3 mains, là, comme Martin fait souvent. Là, donc, j'ai joué 3 écuries. Une écurie où je jouais, moi, une vraie main, donc où je pouvais choisir. Et les 2 autres écuries, ce que je faisais, c'est que je le faisais une main virtuelle, mais je pigeais la première carte, puis j'essayais de la jouer du mieux que je pouvais. En solo, c'est ordinaire. Mécaniquement, là, ça marche, puis j'aime beaucoup là, le principe du chaînage. D'ailleurs, avant peut-être de m'en aller continuer là, avec mon appréciation solo, c'est probablement le truc que j'aime le plus, c'est que quand je regardais, là, puis si je me trompe, là, corrigez-moi en commentaire, mais mon feeling, c'est que beaucoup de jeux de course d'auto, on est le pilote d'une seule voiture. Ici, le fait qu'on ait une écurie, quand on joue à 3, je crois qu'on a chacun 5 voitures. Il y a quand même là, 15 jetons là, qui sont à déplacer sur la piste. Donc, il y a des possibilités à un moment donné de se déplacer latéralement, de briser, créer des nouvelles chaînes. Ce que je ne vous ai pas montré, exemple, il y a moyen de dire, pour 2, je peux tasser une voiture, cette voiture-là va tasser celle-là, puis là, je viens de me glisser. Fait que oui, ça m'a coûté 2, mais je viens de recréer une chaîne. J'essaie de voir, mettons, un cas qui pourrait être intéressant. Celle-là, justement, voudrait avancer, je le tasser comme ça. Puis après ça, là, je viens de créer une nouvelle chaîne, puis après ça, ma chaîne à part. Oui, j'avance lui, mais surtout, j'aide mon coéquipier en arrière à pouvoir suivre. Et toutes là, ces petites subtilités-là, je les ai trouvées bien le fun pour un genre de car-driven game, mais qui n'est pas très tinky. C'est pas du Twilight Struggle, c'est pas du labyrinthe, c'est pas un coin. C'est quand même plutôt léger. Et je pense que ça peut bien se jouer avec un minimum de teach. Donc ça, je disais, là, comme solo, je l'ai trouvé le fun mécaniquement, mais veut pas, il manque de tension. Je le sais qu'il y a plusieurs fan-made Automa qui ont été créés sur BGG. J'ai pas eu l'opportunité de les essayer parce qu'ils ont l'air un petit peu flowchart. Quoique j'en ai vu un, je crois, qui fonctionne avec un dé puis une table de vérité. Puis c'est juste de savoir est-ce que la voiture, mettons, elle est agressive, puis si possible, elle va tasser des gens. Est-ce que la voiture veut juste être la première, nonobstant son équipe. Donc il y a un petit peu tout ça à regarder, mais clairement que pour jouer en solo, et avoir du fun, créer de la tension et créer des événements sur la piste, ça va demander là, un automa là-dessus. Parce qu'il manquait vraiment de tension, même si je jouais les 2 autres mains un peu aléatoires. J'ai pas eu le buzz. Mais sinon, mécaniquement, j'ai trouvé ça bien le fun. Je crois qu'à 2, il manquerait quelque chose. Juste d'avoir 2
deux écuries qui coursent. Ce que j'ai lu, puis je peux facilement voir ça, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les voitures vont se créer là, de façon un petit peu, sauf s'il y a un drapeau jaune, mais il y a un moment donné, ce que les gens vont faire, vont trouver le moyen. Je sais pas là si on peut. La lumière est assez forte au-dessus, mais ici c'est en bleu, ici c'est en rouge, puis les gens vont essayer de créer des chaînes de couleurs, puis ça va être les chaînes qui vont tourner en rond. Si j'avais à le jouer, mettons, à deux, probablement que je mettrais une troisième écurie, puis je dirais, ben, la première voiture, c'est moi qui la dirige, la deuxième, c'est toi, la troisième, c'est moi, et à tour de rôle. Donc, la troisième écurie ne course pas, mais elle serait là pour créer un petit peu de chaos, là, puis des fois, ça serait à mon avantage ou à la façon dont je veux jouer, des fois, ça serait avec mon adversaire, juste pour créer du dynamisme. Sinon, j'ai hâte de l'essayer multijoueur. Il y a quelque chose là, le fait que c'est pas compliqué. Un coup que tu as compris un peu comment fonctionne le système de chaînage qui est rappelé ici au coin du plateau. Si on regarde là, cette piste-là ici, je ne sais pas si on peut le voir. Ici, on le voit là, il y a 4 tours. Donc ça, c'est 4 laps pour faire le tour. C'est très très bien. Des fois, je sentais, là, je pense que c'est celle-là que j'ai essayé. Peut-être le quatrième tour, à un moment donné, il était un peu moins prenant parce que, veux pas, rendu au quatrième, il y a des autos qui sont hors de la compétition. Il y en a qui ont brisé. Il y en a où, ben, donc, tu peux toi-même retirer. Tu fais, OK, là, j'ai trop de dommages. Puis, elle ne réussira pas à courser comme il faut celle-là. Mais l'avantage de retirer des voitures avant qu'elles soient brisées, c'est que mettons, là, qui sont joués à 3 cartes, on disait 1, 2, 3, 4. Mais si là, j'en retire une, celle-là est brisée, là. Tantôt, ce qu'on a dit, c'est qu'on pige un nombre de cartes qui est égal au nombre de voitures plus 1 au départ. Même si j'ai 2 autos, je vais quand même avoir une main de 4 cartes. Pourquoi? Pourquoi c'est un avantage? C'est parce que ça me laisse plus de choix dans mes mains sur comment jouer mes différentes cartes ou peut-être d'en garder pour le tour prochain pour être capable d'avoir une grosse finale. Mettons, là, de jouer là, des gros solos comme ça, brûler mes pneus, là, puis essayer là, de zipper la ligne d'arrivée. Qualité de production, c'est l'égal de GMT, donc c'est beaucoup de jetons. Les jetons, on sent que c'était l'époque où les jetons étaient tout attachés comme ça. Maintenant, souvent, ils sont arrondis un petit peu, puis il faut les puncher un après l'autre. Ça, c'était probablement une grosse feuille de pneus à sortir, puis il fallait juste les tourner un après l'autre. On voit ici là, les petits coins là, qui dépassent. Là, donc, les wargamers s'amuseraient à clipper les coins. Sinon, pas trop grave. J'aime beaucoup le... Puis, je sais pas pourquoi les pneus, là, je reviens toujours avec ceux-là parce que je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a quand même beaucoup de détails pour un aussi petit jeton. Les carrosseries, bon, carrosserie, c'est... Je trouve ça a l'air d'un vieux Malibu, là, mais... Et voilà. Les jetons sont cool. J'aurais préféré là, au moins un jeton premier joueur un petit peu plus gros que ça. Je trouve ça mièvre un peu. Là. Au moins là, pour le premier joueur, là, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus gros. M'en suis fait un là, avec des cossins Dolorama. Là, donc, du Balsa Dolorama. Ici, c'est du Sharpie. Puis ça, c'est du Liquid Paper. Là. Fait que je me suis fait un jeton un peu plus gros là, puis un peu plus fancy. Fait que c'est 4 petits bouts de bois avec de la colle à bois que j'ai mis dans des serres 12 heures, puis j'ai beurré d'un côté, j'ai beurré de l'autre. Puis ça, c'est rendu mon jeton premier joueur. Les instructions, pas très long, mais très GMT, on va reconnaître le genre, ça veut dire que c'est text heavy. C'est en ordre qu'on joue le jeu, donc des fois, il y a des concepts qui vont venir un petit peu plus tard. Je crois qu'ici, là, on le voit, donc on voit qu'on est rendu à 3.2. Mais remplir la main 3.3, 3.4, 3.5, donc on voit que ça suit le rythme du jeu. Je suis rendu à 3.4, on lit, puis ici ça fait référence à des trucs qui vont se passer à 7.2 dans le livre. Ça fait en sorte que les livres de GMT à la première lecture sont un petit peu lourds parce que les choses ne sont pas présentées en ordre qu'on a besoin de les savoir, mais sont faites pour être référencées un coup qu'on connaît le jeu. Donc la première lecture, elle est toujours lourde, mais le fait que les trucs sont numérotés, ben, on ne se pose pas la question de dire « Hey, je l'ai-tu vu les quelques pages avant? » Non, non, on le sait que ça s'en vient. Donc là-dessus, rien à dire, mais on voit qu'il y a pas mal de texte. Les exemples de chaînage sont bien illustrés. Je ne me rappelle pas d'avoir zigonné
Je me rappelle pas d'avoir zigonné avec une règle particulière. Bouteille d'eau. Donc, je me rappelle pas, je crois que j'ai vu des gens là, sur BGG qui ont eu peut-être de la difficulté avec 2-3 cas limites, là, des edge cases. Mais on voit que chacun des types de mouvements est représenté avec des exemples. On aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui arrive quand on a les courbes? Je ne sais pas si on les voit ici. Bon, ben ici, vous voyez, cette ligne-là, donc cette voie-là touche les deux lignes ici et cette case-là touche les deux lignes ici. Donc, comment créer les chaînes? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait si l'auto est comme ça? Puis j'en ai deux comme ça ici. Quand je pars, ma chaîne, es-tu là? Es-tu là? C'est-tu les deux? Tout ça est bien expliqué. Fait que ça a été un jeu que j'ai beaucoup aimé, découvrir. En ce moment, c'est un keeper, mais il pourrait sortir de ma collection si je ne le joue pas assez souvent. J'ai eu plus de fun avec celui-là qu'avec Space Core, qui, lui, m'avait laissé un peu froid, malgré qu'il y avait un mode solo qui était super bien designé, c'était brillant. Puis, j'ai aimé le découvrir, puis quand je l'ai mis à la table, j'ai fait « Neuf ». Celui-là, je l'ai aimé. Celui-là, j'espère pouvoir le rejouer. J'espère pouvoir le montrer avec Martin. Donc, à un moment donné, se faire peut-être une soirée Thunder Alley. Puis lui, c'était Thunder Road Vendetta. Donc, faire une soirée jeu de course avec d'autres amis, avec notre chum LD, là aussi, là, qui est un gros gamer, gros wargamer. Alors, c'était ça la présentation de Thunder Alley. C'est bien fait. C'est simple, c'est brillant. Le fait qu'on ne bouge pas qu'une seule voiture, mais qu'on est les responsables d'une écurie. Le principe des chaînes qui fait en sorte qu'à un moment donné, on peut avoir toutes les écuries qui vont bouger ensemble. Le système de dommages qui a l'air un peu overcomplicated là, avec tous ces jetons-là, seulement pour définir deux types, les permanents et les temporaires. Mais quand on sait que les événements sont reliés à ça, ben là, ça crée du flavor un peu avec les cartes d'événements. Puis, combien y est-tu écrit sur la boîte de GMT? Probablement sur le verso. Je ne sais pas combien de temps. Selon moi, là, à 3, moi, je calculerais là, pas plus qu'une demi-heure par joueur. Si on joue à ça, je pense que ça peut jouer jusqu'à 7. 7, je ne sais pas, ça peut être le fun. Il y a des fois, oui, c'est jouable jusqu'à 7, mais je crois qu'on a juste 3 autos. Et un concept que j'ai aimé de cette production-là, c'est de bouger son écurie. Et donc, d'avoir une écurie seulement de 3 voitures, je pense que je trouverais ça mince un peu. Je le jouerais probablement pas plus qu'à 5 joueurs, là où on se retrouve avec 4 voitures chaque. En bas de ça, là, donc pour 6 et 7 joueurs, je pense qu'on manquerait quelque chose. Mécaniquement, ça marcherait, mais de faire jouer une écurie, je pense que ça, on finirait par le perdre. Sinon, si vous êtes curieux de voir un peu là, les différents jetons, donc ici j'ai mes écuries. Là et là. Ici, là, on a vu là, les dommages, les gros dommages. On a ici les petits dommages qu'on a présentés. On a ici les jetons là, de position. Donc, habituellement, on sort, il y a 15 autos. Bon, on va sortir les positions 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15. Puis à mesure, on va distribuer ces jetons-là sur les plateaux joueurs à mesure que les autos rentrent. On met l'auto là, puis on va mettre le jeton ici. Puis à la fin, on fait la comptabilité de fin de partie. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ici, chaque joueur, à toute fois qu'une auto est déclarée à la fin d'un tour, le leader du tour, il va avoir un jeton comme ça. Puis ça va donner un point. Je crois qu'il y a une règle qui dit qu'une voiture ne peut pas avoir plus qu'un jeton. Enfin, on ne peut pas faire la comptabilité plus qu'un jeton. Donc, une auto là, pourrait dire, là, elle a été super bonne, là, puis elle a été... Les 4 tours, elle a été premier, mais je crois qu'il y a juste un jeton qui va être comptabilisé par la fin de la partie. Il y a ici les drapeaux, là, ce qu'on appelle les flags, là, les lapped cars. Donc, quand une auto se fait dépasser, on lui met ce jeton-là sur le dessus pour signifier qu'elle est en retard d'un tour.
Donc, ça veut dire que le joueur là, qui est en retard, s'il ne veut pas perdre sa voiture, parce qu'une voiture dans ce jeu-là ne peut pas rester lapped tout le long de la course, évidemment, ce n'est pas un 50 tours, là, on en joue 4. Donc, aussitôt qu'on arrive à l'entretien de fin de partie, puis qu'une voiture a été lappée, on la retire de la course, elle n'est pas assez vite. Ici, c'était... ouais, c'est ça. Donc, la personne qui a le plus de jetons turn lead, même si on en compte juste une, peut avoir le jeton qui donne un autre point qui dit le plus de jetons en première partie. En première partie. Le plus de jetons premier là, à la fin d'un tour. Ici, sinon, c'est trois simples compteurs. Donc, on a le compteur, on a dit premier joueur que j'ai remplacé avec mon truc en bois. Ça, c'est le jeton qu'on va mettre sur la voiture pour signifier que c'est celle-là qui est la voiture en tête. Et on a le counter qu'on va mettre ici au coin pour identifier on est rendu à quel tour. Fait que c'est ça. Très bien fait. Pour un solo Aziz, ben de toute façon, il n'est pas vendu comme solo, mais je dirais 2, ça marche. Selon moi, c'est un 3 à 5 joueurs. Puis très bien fait. Si vous tombez dessus, vous pourriez, si vous aimez le genre plus F1, il y a F1, je pense que c'est F1 GP ou Formula GP ou quelque chose de même qui est par les mêmes designers et sur le même système de cartes et de dommages. Et si vous aimez plus le genre Car Combat, il y a, je crois, c'est Apocalypse Road qui est avec des missiles, puis un système de dommages là, avec des cartes qui ont l'air finalement de la ville de Montréal tellement qu'il y a une nid de poule puis de boss dans les rues. Donc il y a quand même trois saveurs du jeu, Car Combat, NASCAR, F1. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts si vous êtes curieux de l'essayer. Moi, je nettoie tout ça, puis je mets d'autres choses sur la table pour Table Talk de la crypte de la créature. On se voit de l'autre bord. Et voilà, on met ça droite. Table Talk, de quoi qu'on parle en ce moment. On va vous sortir ça. Boum, boum. La crypte de la créature. Je vous dis, au moment que ça va être, que le show 6 va sortir, là, probablement là, que l'unboxing va avoir été fait. J'ai joué une fois seul à simuler 3 joueurs et j'ai joué une fois multiplayer à 2 joueurs. Tantôt, je voulais faire plus une présentation. Ici, je vais juste vous donner le gist ben vite. Là. Grosso modo, c'est quoi? C'est que on est des personnes qui se sont promenées dans une crypte. Et ici, c'est la dernière salle de la crypte. On voit ici la porte d'entrée de la crypte. Donc, j'ai mis là, les joueurs ici en attente. Et il faut sortir là. Je ne sais pas si ici on va le voir à la caméra, mais on voit là qu'il y a une sortie là et c'est protégé par la créature. Les mouvements sont orthogonales, donc nord, sud, est, ouest, et le chiffre qu'il y a sur chacun des jetons correspond au nombre de mouvements, points de mouvement que chaque personnage va avoir. C'est essentiellement un dé parce que la somme donne toujours sur les deux côtés, les deux faces du jeton, donne toujours 7. Et c'est un jeu un petit peu comme tantôt là, avec Thunder Alley. Il y a donc le tour coloré, il y a le tour noir. Donc, comme tantôt, ça va être à tour de rôle, les joueurs vont choisir, puis dire, bon, ben maintenant c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va être le tour rouge. 1, 2, 3, 4. Bon, lui, il rentre. 1, lui, il rentre. 1, 2, 3. Quand ça a été joué, là j'ai oublié, il faut les remettre de l'autre côté. Et là, bon, on va faire juste un petit un setup arbitraire juste pour donner un petit peu l'idée. Un coup qu'on est rentré, on est tous rendus en tour noir et ce sera au tour de la créature de pouvoir jouer. La créature, ses mouvements sont définis par le nombre de tuiles. Et essentiellement, il y a 14 tours, là, donc il y a 8 tuiles, on les brasse, on en retire une, puis on pige. Donc ici, la créature marchera 7 pas.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand la créature marche à chacun de ses pas, la créature va toujours regarder devant, à gauche et à droite, jamais derrière. On va refaire le jeu à 7. Donc ici, il n'y a personne devant, personne sur les côtés. 1. Personne devant, personne à sa gauche, mais il voit lui à sa droite. 2. Il y a un poteau là, et donc ce personnage-là, il n'est pas vu, il continue. Là, il voit quelqu'un devant et il voit quelqu'un sur le côté. Étant équidistant, il continue de marcher. Il voit quelqu'un sur le côté, il voit quelqu'un devant, étant équidistant, il continue de marcher. Boum! Il va faire ses mouvements jusqu'au maximum. Alors là, il voit quelqu'un, je pense que je n'ai pas calculé, je pense qu'il en restait un, et il va avancer. Puis là, il va arrêter. Au premier round, à la première phase, donc le premier, dans le fond, les tours de 1 à 7, quand on s'est fait pogner, on revient à l'entrée. Quand on va être rendu à rebrasser la pile, retire et qu'on continue de jouer, quand on va se faire prendre, on est mangé, on est parti aux oubliettes et ce joueur-là est retiré du jeu. Le gagnant, c'est celui qui réussit à rentrer la totalité moins 1 de ses pions. Donc, si on joue comme là, en ce moment, à 2 joueurs, chacun des joueurs va avoir 4 pions. Donc, le premier qui en sort 3, va être le gagnant. Sans quoi, si on finit les 14 tours, c'est celui qui en a sorti le plus. En cas d'égalité, c'est celui qui a sorti le premier. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est... puis je trouve ça très drôle avec Thunder Alley, là, parce que je viens de vous en parler, puis c'est un tour à 2 côtés. Et j'ai le même commentaire qu'avec Thunder Alley. C'est un jeu qui à 2 est correct. Selon moi, il va shiner à partir de 3 et 4. Et 5, 6, 7, je ne sais pas jusqu'à quel point le jeu ne sera pas juste un blanc de chaos sur le board. Mais sinon, j'ai aimé ça, mais il faut faire attention à ses attentes. C'est un jeu qui est le fun, mais il est le fun au même type que est-ce que vous aimez jouer au Parcheesi? Est-ce que vous aimez jouer à Labyrinthe, le jeu de Ravensburger, qui je pense va être réédité avec une tonne de plastique par Awaken Realm. Aucune idée s'ils vont rajouter des mécanismes. Là, l'annonce a été faite il y a quelques semaines là, au moment que j'enregistre, puis... je pense que tout ce qu'on a vu, c'est des dessins, puis on a vu beaucoup de plastique, mais on n'a pas vu beaucoup de gameplay ou de rules ou compagnie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ils vont faire Agricola Zombie, là, avec une pochette, avec une moissonneuse-batteuse qui passe dans les champs et dans les zombies. Donc, pour un Uwe Rosenberg, Rosenberg qui est rendu hardcore, encore là, avec du plastique en masse. Enfin, ça a été le fun. Ça a été le fun parce que les règles sont pas compliquées. Les règles sont pas compliquées. C'est du Freedom and Freeze. Et moi, la communauté solo aime beaucoup Vendredi. J'ai fait la présentation sur FireYum. Au moment où ça va sortir, probablement que vous avez vu que je me suis ramassé 504. Là, j'ai ça là. Je commence, mine de rien, Freedom and Freeze. Quand on regarde ma ludothèque, là, ça semble être mon designer préféré. Il est fiddly. Je dis souvent qu'il rend ses jeux à 85%, puis il est lâche-lousse, puis ils ne sont pas tout à fait finis. Les règles, il y a des edge cases qui ne sont pas claires. Dans ce temps-là, faites du house rules. Là, si vous êtes celui qui l'a puis qui l'a enseigné, là, vous ne le dites pas. Trouvez la règle qui fait votre affaire puis enseignez-la comme ça. Il n'y a personne qui va vous astiner. Ça se veut un jeu qui est lousse. Là. Ça, là, petit verre sur le coin de la table, là, puis on s'amuse entre amis, puis ha ha ha, tu t'es fait manger par la bébite. Si tu commences à jouer ce jeu-là, en bougeant tes pions, puis en essayant de min-maxer chacun de tes tours comme si c'était un grand jeu d'analyse, il n'y a pas assez de contenu pour que ce soit le fun. Tu vas étirer la game. Ça, là, une game à 4, là, ça ne devrait pas durer là, bien plus qu'une heure. Il faut que ça joue, il faut que ça pace, il faut que tu bouges tes jetons, puis il faut que ce soit le fun. Parce que c'est tout ce qu'il y a. Ce que je vous ai expliqué là, c'est tout ce qu'il y a.
Pour le mode régulier, il y a là, certains jetons qu'on pourrait mettre de l'autre côté là, qui va rajouter là, certaines règles pour la créature ou pour les déplacements là, de certaines personnes. Il y a des jetons là, que j'ai laissés dans la boîte là, pour créer là, des portails de téléportation. Ah oui, d'ailleurs, si la bébite rentre dans le mur, mettons là, qu'elle s'est promenée, là, puis elle rentre G ici, ben, il va falloir trouver l'autre point G. Je l'ai choisi à la lettre. Donc, l'autre mur G, ici, puis le mouvement va continuer. Avec les mêmes règles là, de regarder gauche à droite, puis de changement de mouvement. Donc, les joueurs ne peuvent pas le faire, mais la créature peut warper comme un boogeyman de style Vendredi 13, là où c'est qu'il peut se téléporter. La créature ici peut le faire. Comme j'avais fait pendant le déballage, j'avais dit que les jetons en bois seraient le fun à manipuler. Ça a effectivement été un point positif. Si on se prend par rapport aux autos là, dans Thunder Alley, que c'est des petits jetons, puis ça devenait un peu fiddly, là, ça aurait été le fun, au moins des jetons cartonnés, double épaisseur. Ici, là, des touches de bois, ça s'est super bien joué. Sinon, rien à dire à part que si tes attentes, là, c'est un niveau Parcheesi, c'est un niveau labyrinthe, jeu famille, je dirais peut-être à partir de 10 ans, moins de 10 ans probablement que de commencer à voir un peu là, quand même là, comment te déplacer, comment te cacher, planifier quand la créature va se faire warper pour pas qu'elle tombe sur toi. Rendu là, peut-être qu'avant 10 ans, là, ça peut être un petit peu plus difficile, là, à moins que tu le laisses gagner puis tu le laisses aller ou tu en laisses passer. Les taches de sang, c'est quand tu piles dessus, tu glisses puis tu te rends jusqu'à l'autre bout. Créature fait la même chose. Donc, ça permet, là, dans le fond, c'est des quick zip. C'est-tu utile? Bon, c'est correct, là. Je vois pas ce que ça rajoute. Surtout que c'est les deux seules tuiles qu'il y a. Si au moins il y en avait eu d'autres pour créer d'autres patterns ou des labyrinthes de sang ou quelque chose de même, ça aurait été le fun. Là, juste 2 tuiles, c'est borderline inutile. Selon votre niveau de sensibilité, moi j'aime le gore puis j'aime les petits bonhommes. Fait que il y en a qui vont dire c'est sanguignolant. Moi je trouve que c'est assez petit bonhomme, assez bon enfant pour dire que c'est pas pire que ce qu'on voit là, sur les terrains à l'Halloween. Donc, c'est pas mal ça. Y a-t-il quelque chose d'autre ici? Bon, à part le fait que c'est clairement des Converse là, qui sont les chaussures là, de la créature. 10. Ah oui. Ces deux tuiles-là sont assez méchantes. La créature va marcher jusqu'à temps qu'elle en pogne un. Elle va marcher jusqu'à temps qu'elle en pogne deux. Sur BGG, il y a des gens là, qui ont réussi à faire cracher que le nombre de pas maximum, ça serait 20, parce que sinon, il y a des situations où la bébite va... Si tout le monde est bien caché ou qu'il n'y a plus assez de jetons, la créature peut marcher en boucle infinie. Donc, les gens ont fini par faire dire, je ne sais plus si c'est un House Rules ou si c'est pas l'éditeur de Zweif Spiel qui a dit c'est maximum 20 pas. Fait que, écoute, c'est juste ça que j'avais à vous dire sur la crypte de la créature. Familial, bien correct, ça fait ce que ça a à faire. Règlement un peu fiddly pour ce que c'est, mais on est habitué avec les jeux de Freedom and Freeze. Puis, si tu réussis à pogner bon marché, je ne ferai pas de cachette, là, je l'ai eu pour 20$. J'en ai pour mon 20$, franchement, là, c'est bien correct. Puis en plus, si tu regardes dans la boîte, là, regarde comment elle est mince. Tu le verras quasiment pas dans ton armoire quand tu vas l'avoir. Fait que je pense que je vais le garder au moins pendant un petit bout. Ça peut être un jeu bien plaisant, même avec des gens qui sont non-gamers. Tu ne joues pas une veillée à ça, mais tu fais 2 parties, là, 2 parties d'affilée. Là, puis je pense que tu peux avoir ton fixe de la crypte de la créature. Fait que, écoute, c'était ça pour le Table Talk de celui-là. J'ai un autre Table Talk à faire avec vous autres. On va parler de... j'ai essayé avec Martin puis avec notre chum LD, j'ai essayé Dune Uprising, Doom, je ne sais plus trop quoi, là, Insurrection, non, Imperium. Doom Imperium Uprising.
Fait que je vais aller, le fait que j'ai pas le jeu physique devant moi, on va faire une autre cote, puis je vais aller dans mon bureau, là, puis on va pouvoir mettre au moins une coupe d'images à l'écran pour ça. Puis après ça, un coup qu'on a fait ça, je vais pouvoir te parler des jeux que j'ai vendus à la vente usagée de ma boutique locale. Fait que on se voit tantôt! Alors, on revient de notre pause musicale. Pour ceux qui sont en Spotify, là, pour vous autres, c'est juste de la musique. Là. Pour ceux qui sont en vidéo, c'est les pouces, les likes, les commentaires. Donc, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir sur la chaîne, s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on change, si vous aimez le format, n'ayez pas peur de donner des pouces puis de faire un petit peu d'engagement sur la chaîne. Ça aide l'algorithme puis ça nous aide à moi et Martin à savoir quel produit on peut faire pour rendre ça plus fun pour vous autres. Table Talk Dune Imperium Uprising. On a notre chum, moi et Martin, LD, qui est arrivé avec ça. Ça va faire, au moment que j'enregistre, ça va faire quoi? Peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Et moi, j'ai eu une expérience, j'avais joué une fois, il y a peut-être 3 ans, la première version Dune Imperium. Puis j'avais eu une expérience, disons que j'avais pas compris le buzz à ce moment-là. LD, il l'a appris le matin même, fait qu'il a joué une couple de rounds là, pour pouvoir comprendre un petit peu là, les règles puis comment ça marche, mais sans plus. Martin, il connaissait pas zéro pas pantoute, puis moi, comme je vous dis, j'avais une expérience de une game là 3 ans qui m'avait laissé plutôt tiède. Avant d'aller sur mes impressions, peut-être pour ceux qui connaissent pas Dune Imperium, malgré que ça a été un gros buzz, c'est un hybride de worker placement, de deck builder et de end management. Ce qui va arriver, c'est qu'on va tout commencer avec une main de départ qui va être pareille, qu'on va pouvoir deck builder à travers une des phases du jeu. Pendant la phase principale, celle où on va pouvoir mettre des ouvriers sur le plateau, il va falloir jouer une carte. J'ai pris une des images là, qui est disponible là, sur BGG. Donc, on voit qu'il y en a qui ont différents symboles. Ces symboles-là te donnent la permission de mettre un ouvrier. Ça, c'est pas un des plateaux. c'est pas le plateau. Attends un peu, j'ai tout ça pour toi ici. Attends, peut-être si on est capable de faire un zoom là-dessus. Zoom. Donc, quand tu joues une carte, avec un des symboles, ben on voit qu'ici, tu as 4 chambres ou 4 des familles, non, des maisons. Donc, 4 des maisons, les Fremen, les Béné, puis pour ceux là, qui connaissent Dune, là, sur le bout de le doigt, là, moi, je suis pas très fluide là, dans tout le lore de Dune. Mais en tout cas, ça ici, là, je pense que c'était la maison là, des femmes qui étaient psychiques, là, qui attendaient essentiellement le Messie. Enfin, il y a 4 maisons dans lesquelles on essaye de monter. Ici, on voit que les logos verts, il y a des triangles ici, il y a des triangles ici, et il y a des points mauves qui correspondent à différents logos qu'on va retrouver sur les cartes. Si on revient aux cartes, là, on en avait une copule tantôt. Et voilà, c'est ces logos-là. Donc, tu joues une de ces cartes-là, puis ça vient de t'ouvrir, essentiellement, tu viens de dire à tes adversaires, en jouant ça, ben, je suis capable de mettre un worker ici, là, ou là, ou là. Tu mets, puis comme une pose d'ouvrier standard, tu mets ton ouvrier et tu payes s'il y a un coût d'entrée et tu reçois le bénéfice. Un coup que tout le monde a joué et ou passé, tout le monde va révéler les cartes restantes dans leurs mains. Il y en a ici qui auront un symbole, je ne sais pas si on peut le voir ici dans les photos que les gens ont pris. Il y en a qui auront des fois un symbole avec un... Ah, attendez un peu, là, c'est pas la bonne carte, mais au moins on voyait le symbole. Je pense ici... Ah, c'est ça. Il y en a ici là, avec un fusil pour une passe ou une phase de guerre ou de conflit qu'il y aura
au centre ici de la table. Donc, il y a des façons, là, avec des armées, avec certaines cartes, avec des verres, d'augmenter la force de ta puissance militaire qui va être engagée dans les guerres du désert. Et à la fin, toutes les cartes qu'il te reste, il y en a une, oh boy, elle est proche celle-là. On la voit-tu ici? On est-tu capable de voir? Et voilà, il y en a ici qui ont un... Dans le fond, c'est un paiement. Et la somme de ton paiement te permettra d'aller dans la rivière de cartes pour aller acheter à tour de rôle en partant du premier joueur puis à tour de rôle. Après ça, tout le monde ramasse ses workers, tu remplis la rivière, puis on recommence, on passe le jeton premier joueur, puis on continue comme ça en rond. C'est très abrégé, là, mais je viens de te donner à peu près 70% des règles. Comment j'ai trouvé ça? Plus le fun que ma première fois. La première fois que j'ai joué, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rien compris. Il faut dire que la personne qui m'a fait le teach a cette fâcheuse habitude de m'apprendre à jouer en me sacrant une rince. Fait que c'est un autre jeu, genre j'ai perdu 13-3 ou quelque chose d'un score épouvantable parce que j'étais pas trop sûr de qu'est-ce que je faisais. Puis un worker placement, généralement la barrière à l'entrée est élevée parce que tu dois apprendre qu'est-ce que fait chacun des espaces, c'est quoi leur particularité. Puis après ça, tu dois, mais si on te dit, mettons, ça te coûte de l'eau pour rentrer, bon, ben, où c'est que je peux créer de l'eau, puis c'est de créer cette synergie-là qui est pas simple. Peut-être par expérience de gamer, peut-être parce que j'étais plus prête ou que j'avais déjà joué une fois, j'ai trouvé cette game-là beaucoup plus fun et ça m'a fait voir un peu qu'est-ce que les gens pouvaient aimer de ce design-là. Je me suis fait battre à plate couture, genre j'ai fini à 6 points alors que Martin a fini avec 12 ou 13 points, puis LD, je pense qu'il y avait 10 points. LD puis Martin, eux autres, ils ont été tout de suite dans la zone de conflit, ils ont développé leur force militaire. Alors que moi, et comme ça arrive souvent dans ce genre de jeu-là, je me suis dit je vais y aller plus en économie et en diplomatie. Et ça m'a très bien servi jusqu'à peu près la moitié de la game, jusqu'à temps que je fasse la totalité, puis je réalise que j'avais juste 8 points que je pouvais venir chercher par mes alliances avec les maisons, et qu'il n'y avait pas d'autres points nulle part, à moins que je sois chanceux avec certaines cartes, qui fait en sorte que le temps que je commence à développer ma puissance militaire, oublie ça, LD est venu nous rechercher, Martin était déjà parti en fou. Par contre, la game a duré 4 heures, 4 heures et demie. Hey, moi, j'étais check-out après 3 heures. Là, c'était trop long comme partie pour ce que c'est. Faut dire que LD et Martin, eux autres, ils essayaient de min-maxer leur coup, puis ils regardaient tout. Moi, je pigeais ma main de carte, puis tout de suite, c'était voilà ma première, voilà ma deuxième, voilà mon plan de contingence. Fait que quand ça retombait à moi, je jouais ma carte, je mettais mon piton sur la table. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus performant, mais tu sais, mes tours, ils allaient vite, puis les boys, eux autres, ils ont pris leur temps, puis ils réfléchissaient. Ça les a servi. Moi, je suis arrivé bon dernier, puis les deux autres sont arrivés collés au bout. Mais sinon, quoi, ça a été un bon jeu. Je comprends, ça a été quoi le buzz autour. Pas sûr que je me l'achèterais. Je rejouerais encore avec, là, ça a été assez le fun. Par contre, je pense que je mettrais un petit sablier sur le coin de la table, là, pas plus que 2 minutes du tour. Je rejouerais pas 4 heures à Dune, là, ça c'est certain. Ça a été, à mon goût, là, beaucoup trop long pour le genre d'expérience que c'était. Est-ce que je considère Uprising meilleur que le premier, là, que Imperium, là, le Core Box? J'ai pas assez d'expérience entre les deux pour pouvoir te donner une réponse là-dessus. Par contre, il y avait un concept d'espion qui... j'en sors avec un genre d'impression d'une fausse bonne idée. Techniquement, l'espion, il est supposé de pouvoir t'aider à aller jouer dans les espaces où tu n'as pas de carte. Donc, de façon préventive, à un moment donné, il y a eu des opportunités où tu pouvais mettre des espions. Par contre, les cartes qui avaient l'œil d'espion, alors que si on a bien compris la façon que ça marchait, là, nous permettait pas, du moins il n'y en avait pas assez. Donc on mettait des espions, mais on n'a pas pu assez souvent à notre goût bénéficier
de leur pouvoir, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas saisi dans leur fonctionnement. Comme je te dis, LD l'avait appris le matin, puis il nous a fait un teach. On a relu un peu les règlements pendant le jeu, là, juste pour essayer de renforcer certaines compréhensions de règles. Mais sinon, c'était pas pire ça. Écoute, j'ai pas plus à dire que ça. Moi, c'était pas trop ma tasse de thé, mais je l'ai souvent dit avec Martin. Deck Builder, c'est probablement une des mécaniques que je déteste le plus. Je suis pas bon pour réduire mon deck, le rendre performant. J'achète ce qui est disponible puisque j'ai les moyens. Généralement, j'ai très peu de synergie avec mon deck. Sinon, c'est un worker placement qui marche. Puis, petite observation au niveau de la qualité. Là. Non, là, attends, je peux pas te faire ça. On va y aller comme ça. J'aime beaucoup les pièces. Si tu regardes là, même les cubes, moi, Europlayer, j'aime les cubes ici. J'aime les petits bonhommes. Les marqueurs de points, là, des gros cylindres colorés. L'argent qui se trouve avec les Solari ici en bois, avec des dénominations uniques et de 5. On a ici là, je pense que c'est des hexagones pour l'épice, aussi en 2 dénominations, des belles gouttes d'eau en bois. La version sur laquelle on a joué, il y avait les verres et en bois et en plastique. Comment se faire que les marqueurs pour la piste de combat, c'est des cheats en carton? Il aurait pu juste nous mettre un cube de plus, un cylindre de plus, ça aurait été ça à coche. Non, tout est en bois, tout est super le fun à manipuler. Les cartons sont épais ici pour les tuiles, pour marquer les alliances. Ici, 4 petits carrés en carton, les coins même pas coupés. J'ai trouvé ça bien étrange quand toute la production est là, sauf cette portion-là. Fait que, écoute, c'est ça, Dune Uprising, essaye-les, c'est super le fun, mais 4 heures, c'est franchement trop long pour cette game-là. Fait que ce qu'on fait, écoute, je pensais faire une jump cut, là, mais je pense qu'on va y aller straight pipe dans le prochain thème, qui va être ce que j'ai vendu, qui m'a permis d'acheter, si tu as vu là, les déballages, ou du moins j'espère qu'on va être rendu là quand l'épisode 6 va sortir. J'ai pas vu je me rappelle plus là, des dates là, de tout ce que j'ai programmé. Mais sinon, écoute, t'attendras s'il n'est pas sorti quand on va sortir l'épisode 6, t'attendras que le déballage sorte. Je me suis acheté Amalfi, qui est un euro, Amalfi Renaissance en fait, là, qui se trouve être un remake d'un jeu là, qui datait de là à peu près 5 ans, qui avait été reçu de façon tiède, pas mauvais, mais tiède, puis Silex l'a racheté pour en faire... un peu, puis je peux peut-être le regarder ici, là, tant qu'à t'en parler un petit peu, Amalfi Renaissance. Et voilà, si tu veux voir la pochette, là, très jolie, là, très belle peinture. Donc, Amalfi qui est un worker placement aussi, avec de la gestion de ressources, avec des cartes multi-effets, puis une qualité de production extraordinaire. Je ne veux pas t'en parler trop parce que j'ai comme l'impression que Martin va peut-être vouloir que j'en parle dans un autre show, mais pour m'acheter ça, si tu as vu une couple de déballages que j'ai fait, je t'ai dit j'ai été dans une boutique de jeux usagés, puis j'avais acheté des jeux usagés, mais j'ai réussi à en vendre. Fait que je me suis dit, ben c'est tous des trucs, soit qu'on a parlé sur la chaîne en podcast, ou dans des vidéos de déballage ou whatever. Fait que je me suis dit, si je les ai vendus, peut-être de te donner un petit compte rendu là-dessus. Council of Shadows. Council of Shadows, je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup le look un peu oldies. Alors, si tu regardes ça, là, il y a un petit look Parker Brothers là-dessus là, qui est pas dégueulasse. Puis je me suis dit, ben, ça va peut-être être un jeu de l'espace assez simple. D'autant plus qu'il y avait des concepts de jeux de programmation. Il y avait un petit peu de... c'est quoi le terme consacré en français? Construction d'engins. Engine Builder. Engine, c'est un moteur. Pourquoi engin? Anyway. Putain, regarde-moi ça le board. Hey, ça sonne-tu pas oldies à ton goût? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part, comme ça arrive souvent dans les jeux de cartes, tout le monde part avec une même carte qui est pareille, qui nous permet de faire différentes actions. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va aller ici à la phase d'achat. Donc, on va acheter soit des bonus sur ton board, il y en a 13, et ça va de
de payer pour faire augmenter ton énergie. On regardera tantôt là qu'est-ce que ça veut dire, c'est la piste de points, jusqu'à t'acheter différents bonus de placement, jusqu'à pouvoir aller plus loin dans la galaxie. Tu vas mettre tes... fait que ça, c'était la phase ici d'achat. Ensuite, ici, tu as la phase de programmation. Donc, tout le monde met son paravent et on met ses cartes. Un coup, tu as mis tes cartes, avec les ronds ici, tu auras de la consommation d'énergie. Donc, dans le cas de ce joueur-là, il a consommé pour 8. Donc, tout le monde va enlever son paravent, tout le monde va avancer sa consommation. Et ensuite, en ordre, je crois que c'est de celui qui a le consommé le plus à celui qui a consommé le moins. Si on revient ici, là, tu vois, il y a des ronds ici. Donc, essentiellement, ça va être le rond le plus loin. Bien, on va redéfinir en plein milieu du round qui sera le premier joueur. Et là, les gens vont pouvoir commencer à mettre différentes tuiles et commencer à peupler la galaxie. On a-tu un exemple ici, des fois, dans les images qui ont été mises par la communauté? Et voilà. Donc, on va commencer à mettre des planètes et des colonies définies par les cubes. La grosse passe du jeu, c'est que... Un peu, on va revenir au board, là, si je suis capable de t'en trouver un ici. Ouais. Excellent. Ici, en rond, c'est ce que tu consommes en énergie. Ce qui est en carré, c'est ce que tu as réussi à récupérer. Donc, essentiellement, c'est un jeu d'économie où tu investis pour récolter. La récolte va se passer avec un pion. Je ne sais pas si on peut le voir, c'est très proche, mais vois-tu ici, ça ressemble à un dé. Essentiellement, c'est pas un dé, c'est juste un marqueur multifacette. Donc, tu vas commencer, mettons, là ici, tu as 1, 2, 3, 4. Tu vas commencer à 0. Et 0, tu vas commencer ici. Donc, à mesure que bon, tu vas consommer de l'énergie, tu vas après 2-3 tours, tu vas réussir à récolter. Quand ta récolte arrive à égalité ou dépasse ta consommation, bien, ton 0 devient 1 et tu le redescends à 0. Donc, essentiellement, à chaque niveau que tu augmentes, de 0 à 1, à 2, à 3, tu dois toujours réussir à récolter de plus en plus parce que toi, ta consommation elle continue à monter. Quand tu commences à jouer, tu te dis, ben voyons donc, ça ne marchera jamais. Mais en fait, ça marche très bien. Y a-t-il d'autres choses à dire que ça? Non. C'est très de base comme... un coup, je t'ai expliqué ça, puis tu as compris l'iconographie des différentes cartes. Tu es pas mal en voiture avec ce jeu-là. Pourquoi je l'ai vendu? Je l'ai joué quelques fois en solo. Solo qui est hyper brutal. Si tu n'es pas très efficient dans tes tours, tu vas trouver ta vie longue. Par contre, il est facile à tweaker, à dire, bon, ben, il y a, mettons, une des 3 actions sur ta carte, tu peux l'affaiblir un petit peu, puis ça va t'aider, là, mettons, à être à niveau égal, surtout comme moi, quand tu n'es pas très efficient avec tes tours. Puis je l'ai joué une fois ou deux en multijoueur. Pourquoi je l'ai vendu? Ben, il n'est pas mauvais, sauf que, ben, comme je dis souvent, j'en ai trop. Essentiellement, moi, ma collection, là, je la tourne autour de 50-60 jeux. Je me dis, si j'en joue une fois par semaine, sans compter là, certains gros jeux, là, que c'est des moments épiques comme Monsieur Président ou ISS Vanguard, mais enlève là, ces gros jeux-là. Si j'en ai 50, ça veut dire si j'en joue une fois par semaine, je ne verrai pas mes jeux sortir plus qu'une fois par année. Pour moi, qui n'est pas un collectionneur de jeux, c'est de l'argent qui dort. Donc, à un moment donné, pour en acheter, je dois faire de la place. Pour te donner une idée, ma Kallax, là, c'est une 2x4. Fait que c'est vraiment tout petit. Puis, j'ai pas non plus beaucoup, là, comme je te disais, à part Nemesis, ISS Vanguard, c'est pas mal mes plus gros jeux là, qui sont dans mon armoire. Donc, il fallait que je fasse de la place, puis il n'y a pas ça dedans. Aussi, j'ai trouvé que ta même carte, elle est là, puis tu as un magasin dans lequel tu peux aller en acheter d'autres. On les voit, je pense, un petit peu. On les voit-tu ici? On les voit-tu? Et voilà. Non, ça, c'était des tuiles. Bon, ici, là, tu as une autre pile que tu peux avoir. Donc, ici, tu as le coût d'achat. Et généralement,
Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va être, c'est classique, ou ton coût d'activation va être inférieur pour une action que tu as égale à ta main de départ, ou ça va être un coût égal avec une action qui va être boostée. C'est un équilibre. Et je me retrouvais avec quand tu en achetais 2 cartes, tu avais pas mal fait le tour. Puis j'ai trouvé ça plate. Moi, un jeu de cartes là, où c'est que je peux booster, j'aime ça. Autant que je dis souvent, j'aime ça un jeu qui va vite, là, mais je trouvais que ma main, elle bougeait pas avec une vélocité assez élevée à mon goût. Quand tu réussis à traverser les niveaux, on a parlé 1, 2, 0, 1, 2, 3, donc à 0, tu as ta main de départ. Quand tu es à 1, tu peux aller choisir dans le deck qui appelle la technologie sombre, le Dark Tech, pour aller choisir une carte gratuite que le Conseil de l'ombre va te permettre d'avoir parce que tu as prouvé que tu étais assez fort ou que tu respectais l'énergie de façon assez whatever. C'est une raison pouette pour être capable de dire fouille dans le deck, là, il y a peut-être une dizaine de cartes, choisis-en une, mets ça dans ton tableau, exerce ce que la carte te dit de faire. Comme d'habitude, si c'est un éclair, c'est un coup, c'est un bonus une fois, t'en as que ça va être un privilège qui va être pour jusqu'à la fin de la game. Puis tu vas aussi l'avoir pour le Dark Tech 2. Puis j'ai trouvé ça très, comment je te dirais, pas lent, mais ouais, je pense que je te l'ai dit, là, je trouvais que ça manquait de vélocité. Tu vois ici qu'il y a 3 secteurs. Donc, si on regarde là, le plateau de départ, ben, quand tu joues une carte, il faut que ta carte puisse aller. Vois-tu ici, tu as un cube qui est déjà imprimé pour dire que tu peux aller dans la zone 1 et tu dois acheter tes droits de passage pour aller à la zone 2 et 3. Ah oui, quelque chose que je t'ai pas dit. Au premier tour, tu programmes. Tu mets une carte là, une carte là, une carte là. Quand tu fais ton tour d'entretien, toutes les cartes, tu dois les glisser une fois par la droite. Donc, tu récupères celle qui était là, puis celle du centre est rendue à droite, celle de gauche est rendue au centre. Et là, après ça, ben, généralement, il faut que tu ailles une carte partout. Donc, tu n'as pas le choix d'en mettre une là. Tu peux en recouvrir, mais si tu recouvres, exemple, celle qui est là, ben là, tu as 2 cartes qui sont gelées pendant 2 tours. Ça aussi, je trouvais que c'était quelque chose de le fun, parce que des fois, au premier tour, tu vas mettre ici une carte qui ne fit pas bien au niveau de la dynamique de programmation, sauf qu'un coup qu'elle glisse, ben là, tu peux en mettre une plus payante avant, puis quand elle glisse encore, ta payante était là, fait que tu peux créer comme ton moteur à l'envers. Ça aussi, c'était le fun. Mais, et ta carte qui glisse, ben, si tu as acheté le droit de passage ici à 2, ben, ici, tu peux juste la jouer dans la zone 1, puis quand elle glisse, ben, tu peux la jouer dans la zone 1 ou la zone 2 que tu vois ici, là. La zone 1 qui est définie par cette ligne-là, la zone 2 et la zone 3. Puis, écoute, ça ressemble à ça. C'était très simple. C'était pas brisé. C'était peut-être un peu trop simple. Tu sais, j'aime ça. Une de mes expressions que j'aime bien, c'est de dire que le jeu, il est sorti, là, il était cuit à 80%, là, un peu comme quand je parle de Freedom and Freeze, que je dis qu'il y a la fâcheuse habitude de sortir des jeux qui sont pas tout à fait finis. J'aurais probablement la même commentaire à faire pour du Stonemaier Game. On avait à peu près la même chose ici avec Council of Shadows. Donc, j'ai fini par le sortir. Donc, si tu as l'opportunité de l'essayer, je te dirais c'est le fun à faire, surtout si tu n'es pas habitué avec les jeux de programmation. Il est assez simple à comprendre. La dynamique d'énergie, de consommation et de récolte, je trouve que c'est une belle take imagée sur l'efficience énergétique. Ce que tu fais au milieu, ben écoute, c'est bien correct. Puis là, je t'ai pas tout expliqué. Là, il y a 3 ou 4 sortes de planètes. Puis tu as des bonus là, que tu peux récolter, mais enfin. Mais je te dirais, va pas le chercher full price. C'est capable de l'avoir à rabais, là, comme la personne qui est venue me le chercher. Je pense que ça peut être une bonne expérience de jeu. Puis j'appelle ça, on se le passera de gamer en gamer. Fait que ça, c'était mon retour sur Council of Shadows. Tu vas réaliser là, les 3 jeux que je vais te parler, le Council, Ceylon. Si tu regardes mes tabs, là, je me suis déjà préparé, le Diluvium. C'est tous des jeux que je mets là, dans le confortable 7 sur 10. Pour moi, 7, ça marche. C'est un jeu qui est le fun. Je rejouerais. Mais tu sais, j'ai pas de wow non plus que j'ai de grandes déceptions. Ça marche. Il a été, vois-tu lui, 7.3.
7. Cylon. Cylon, qu'est-ce que c'est? Tu as du Area Majority, tu as de la Contract Fulfillment, là, je ne sais pas si on le voit ici, là, ben, c'est ça, un contrat. Grid, je dirais plus un mouvement sur hexagone. Puis là aussi, tu as du Card Play. On va aller dans les images. Regarde-moi ça quand ça commence à bouger, là, comment que ça a de la gueule au bout. Qu'est-ce que tu fais dans ce jeu-là? Chacun est un marchand de thé. Encore une fois, tabarnouche que les zooms, je peux-tu dézoomer ça un peu? Tiens, on va faire ça comme ça. Donc, chacun commence sur un secteur avec un champ puis une feuille de sa couleur par-dessus pour montrer que ça, c'est sa récolte de départ. Au train ici, tu as des demandes pour remplir des contrats. Quand tu joues, tu as ici ton plateau. Donc ici, ça, c'est du pointage. Ça, ici, c'est dans le fond, son petit player aids. Donc, tu as une place où tu peux mettre ton argent. Tu peux collectionner du thé noir, du thé vert et du thé blanc, avec un maximum de 5 dans ta grange. Et ici, tu as des contrats à remplir. Quand tu vas jouer, chaque joueur va, à tous les tours, avoir une main de 3 cartes. Il y a dans le jeu 5 actions de base et 2 actions de repli. Ici, je crois que c'était monter sur l'arbre technologique. Ici, tu as planté. Ici, tu as complété un contrat. Ici, tu as récolté. Puis, il y a une 5e action que j'oublie. Si aucune des actions fait ton affaire, tu peux soit jouer une carte pour 2 sous ou jouer la carte pour une action de déplacement. La twist, le fun. Si tu regardes, les cartes sont toutes montées pareilles, donc ils ont une action en haut, une action en bas, puis l'action neutre. Quand tu joues une carte, là, tu la prends et tu la mets sur le plateau de jeu dans cette case-là. Tu vois ici, il y a 1 point, puis ici, il y en a 3. Celui à qui, si c'est à mon tour, je joue une carte et je choisis laquelle des 2 actions, celle du haut ou celle du bas, que je veux jouer. On va essayer de faire une petite bascule. Cylon. On va basculer entre 2 onglets là, pour que tu puisses voir un peu plus clairement. Donc, si je joue une carte dans cette position-là, je vais l'orienter. Le point là, unique, c'est mon action. Donc, exemple, je dis, moi, je veux compléter un contrat. Donc, je vais l'orienter dans le sens qu'il est là. Et je vais la mettre ici. Un coup que j'ai fini de faire mon action, à tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre, tous les joueurs vont pouvoir faire l'action du bas ou une des 2 actions de repli. Ça veut dire que, bon, si on joue à 3, bon, ben, la personne à ma gauche peut décider d'aller récolter ou de prendre 2 sous ou de se déplacer. La personne après ça qui est à la gauche de cette personne-là peut faire la même décision. Ça revient à moi. Tout le monde a joué. C'est rendu à la personne à ma gauche de jouer. Et ce rythme-là est tenu tant et aussi longtemps que, ou ben donc, on est passé à travers le deck, ça qui est un timer naturel, ou bien donc que une personne ait mis sur le plateau toutes ces feuilles de thé là, qui sont ici sur son plateau personnel. Donc ça, c'est les 2 triggers de fin de partie. Qu'est-ce qui fait que je l'ai vendu? Parce que, honnêtement, ça marche. Puis, si tu vas sur BGG, il y a un work in progress là, sur lequel je l'ai déposé. Là, évidemment, c'est pas fini, mais l'idée, c'était d'essayer de créer un mode solo. Et je trouvais que mon mode solo, il était correct. Je l'ai joué à 2, puis je suis arrivé au même constat. J'ai fini de jouer, puis j'ai fait, ça marche, la même carte, c'est super le fun parce que tu es toujours engagé. Moi, je choisis mon action, mais quand mes adversaires là, choisissent une action, moi, je veux-tu faire ça, aller chercher 2 piastres ou me déplacer? Ça veut dire qu'à tous les tours,
J'ai de l'engagement de joueurs, ça marche. Ici, là, tu vas voir, là, tu as différentes hauteurs. Je ne sais pas si on peut bien le voir ici. Ouais. Donc ici, tu es à la hauteur genre 0. Ici, tu as une tuile à une hauteur 1. Puis ici, tu as une autre tuile qui fait que c'est à une hauteur 2. Ça te permet d'aller planter et cueillir différentes sortes de thé. Et tu vois que tout le monde peut aller récolter, peut aller planter un peu partout. Tu peux aller récolter sur les champs de tes adversaires, mais la banque va leur payer, mettons, 1 sou. Tu peux aller sur la track ici, la track technologique. À tous les fois, tu montes, tu récupères une de ces tuiles-là. Tu peux en accumuler le nombre que tu veux et en jouer le nombre que tu veux. Puis essentiellement, ça te donne un deuxième tour. Donc, si j'ai 2 jetons, ben, je pourrais avoir une fin de partie extraordinaire en disant, je joue une carte, tout le monde joue son tour de réaction, puis après ça, je joue un jeton, je joue encore. Les autres ne peuvent pas réagir parce que là, c'est un tour bonus. Je joue un autre jeton, fait que moi, j'ai joué 3 fois d'affilée. C'est le genre de power move qu'on peut faire. Mais j'ai fini de jouer, puis j'ai fait ça marche. Mais, comme je t'ai dit, j'ai fini avec ouais, puis. Et je pense que le gros problème de ce jeu-là, c'est que mettons, si tu prends c'est du Simone Luciani. Il a fait Barrage, il a fait Darwin Journey, il a fait Nucleum, là, puis ça, c'est ses derniers gros, là, j'en oublie plein, là, je me demande si c'est pas lui qui a fait... il n'a pas fait Marco Polo, lui? On va aller voir si... Mettons, là, si je fais Nucleum, comme ça, Simone Luciani... c'est ça, il a fait Marco Polo. Anunnaki qui est sorti il n'y a pas longtemps, Barrage que j'ai adoré. Darwin Journey qui a été super bien reçu. Si on regarde, là, qu'est-ce que tu as aussi, là, Golem auquel il a participé ou qu'il a fait. Écoute, Grand Austria Hotel. Fait que tu vois, là, tu sais, c'est Lorenzo il Magnifico, là, c'est des jeux là, qui ont une renommée puis qui sont bien acceptés par la communauté. Une de ses forces, c'est que quand tu vas chercher un contrat, ça te donne un bonus qui te donne un wow effect. Ici, tu as un bonus, c'est soit de l'argent ou des points. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était juste mièvre. Honnêtement, généralement, ce que je faisais, j'allais m'en chercher un bien gros. Là, je faisais un gros coup d'argent. Puis tant que ma caisse, ça roulait, j'allais chercher des points, des points, des points. Là, d'ailleurs, la traque de points ici en feuille de thé, super belle, quoique difficile à lire. Puis après ça, quand à un moment donné, tu voyais là, que tu étais rendu à 5 sous, tu remplissais un contrat, boum, j'allais me chercher 11 sous de plus, puis après ça, des points, des points, des points. Fait que c'est ça, ça marchait, mais ça a juste fait blanc. À titre de comparaison, mettons que le show d'aujourd'hui, je pense que j'ai eu plus de fun à jouer avec la crypte de la créature, juste parce que ça roulait plus vite, les attentes étaient plus basses, puis la quantité de learning qu'il faut que tu fasses, d'apprentissage pour la quantité de gameplay, je pense qu'il était plus là que la créature de la crypte. Fait que ça, c'est un jeu, c'est un autre, comme je t'ai dit, là, ça a soiré pour toi là, des 7 sur 10. Je rejouerai encore, mais ça m'a pas fait de peine de le vendre. Peut-être, là, avant de passer au prochain, un petit point ici là, au niveau du pointage, sauf les points que tu fais pendant la partie, si je me souviens bien, toutes les catégories de points se font en question de majorité. Donc ici, c'est ça. Si tu as les contrats que tu ramasses, tu ne peux pas ramasser sur 2, on va dire, wagons différents, le même chiffre. Si tu as rempli deux fois des 3, tu vas les empiler, comme ici on voit là sur l'image. Et donc, ce que le jeu t'amène à faire, c'est de vouloir avoir un chiffre de chaque. Donc, d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, et je pense que ça ne se rendait pas plus loin que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as tous les chiffres, tu vas faire 15 points. Si tu en as 4, tu vas faire 10. Si tu en as seulement 3, comme ici, ben, tu as du 3, tu as du 4, tu as du 2.
Il a rempli 4 contrats. Mais ce qui compte pour le pointage final, pour ton bonus de fin de partie, c'est le nombre de numéros de tuiles différents que tu as. Il y en a 3 chiffres différents, ça lui ferait 6 points bonus. Tu as ensuite Area Majority. Pour faire partie de la majorité, tu as tu dois avoir acheté, on va appeler ça là, les services du consultant local. Chaque zone a son consultant qui vient avec une tuile qui va être un pouvoir qui va être attribué de façon aléatoire. Je pense que tu avais 8 pouvoirs, donc tu vas avoir ces 8 tuiles, tu en mets 4 sur le jeu, et voilà, ça, quand tu mets ici ton jeton, mettons je suis de couleur bleue, ben, quand je mets ça, j'ai le droit à avoir son pouvoir partout autour du board. Mais pour réussir à avoir ta majorité de territoire, tu dois avoir acheté ses droits et ensuite avoir la majorité. Si je me souviens bien, si tu arrives à égalité, tu n'auras pas de majorité, si je me souviens bien. Donc, tout le monde va arriver à 0. Il n'y aura pas de pointage pour ça, comme ici dans le cas, là, 1, 1, 1. Tous les joueurs qui n'ont pas réussi à placer certaines feuilles de thé, c'est moins 2 points par feuille de thé qui va rester sur ton plateau. Et je me demande s'il n'y avait pas une autre condition là, de pointage. Fait que ça marche. Si tu peux l'essayer, puis je te dirais même à la limite, il est souvent disponible sur Marketplace. Tu peux l'avoir pour 15-20$. Il va être le fun à essayer, puis tu sais, ce que j'appelle là, sur Marketplace, on se le passe. Moi, je l'ai acheté usagé à 20$, je l'ai revendu 20$. J'ai un net 0, je suis content de l'avoir découvert, ça marche très bien, ça roule, il n'y a pas de problème, mais il ne m'a pas créé de grandes émotions de gamer. Peut-être parce que je suis assez avancé comme gamer. Si tu commences dans le hobby, je pense que si tu commences, là, tu sais, là, tu commences à écouter des podcasts puis tu fais j'aimerais ça embarquer, tu vas peut-être le trouver rushant comme premier, mais je te dirais là, quand tu es dans j'appelle ça tes premiers 10 jeux, tu peux l'essayer, puis la qualité de production est extraordinaire. Fait que si tu aimes toucher à des bonnes composantes, si pour toi c'est un facteur important, tu vas avoir ton trip avec ça. Fait que Ceylon, pour moi, c'est un autre plate 7 sur 10. Ça marche, c'est bien fait. Mais un coup tu l'as joué quelquefois, merci, bonsoir. Et mon Dieu que cela me fait de la peine. Diluvium. Diluvium, c'est Scythe dilué à sa plus simple expression. C'est un 4X. Pour ceux, peut-être, on m'a certains amis là, ou connaissances là, qui ont commencé à écouter le podcast m'ont dit « Hey Eric, tu dis souvent plein d'expressions, un worker placement, puis un deck builder, puis un 4X. » 4X, là je vais essayer de les avoir. Généralement, il y en a toujours un qu'on oublie. C'est de l'exploration. Donc, c'est de te promener sur une carte et souvent de révéler exploit. Ouais, c'est ça. Explore. Donc, tu te promènes et tu explores. Expand. Donc, tu vas placer souvent soit des travailleurs ou des bâtiments sur les terres explorées. Exploit. Tu vas aller chercher des ressources qui sont sur les différentes parcelles de pays que tu as trouvées. Un classique avec Scythe, ben, quand tu sors de ton île, tu te promènes, donc tu explores. Expand, tu mettais soit des bâtiments ou des bonhommes. Exploit, tu allais chercher du fer, du bois et de l'huile. Puis le dernier, c'est Exterminate, la portion très guerre. Donc souvent, c'est des jeux qui sont axés un peu sur le développement des civilisations et tristement, ben, ça vient que des conflits. Donc les gens vont essayer là, de se combattre pour essayer d'avoir le plus de pays possible. La promesse de Diluvium, c'était de donner un 4X. Souvent, là, des 4X, c'est très long parce que tu commences à développer ta civilisation sur ta parcelle de pays. Tu commences à explorer jusqu'à temps que 2-3 factions arrivent sur une parcelle de territoire. Et là, ben, on veut se battre parce que je veux ce territoire-là. Attends un peu, là, j'ai entendu mon téléphone sonner. Là, je viens de le mettre sur silence. Et
Et donc, Diluvium, c'est la promesse de pouvoir faire un 4X 15 minutes par joueur. 15 minutes par joueur, là, faut pas que tu aies eu ma game de Dune pour réussir ça. Mais si je te dis un 20 minutes par joueur, là, plus que faisable. J'ai joué avec un non-gamer, puis quand je dis un non-gamer, là, elle est de plus en plus gamer, mais c'est bien juste parce que je lui enseigne, sinon elle n'a pas chez eux. Et on a fait une game avec le Teach en 1h15 à peu près. Donc le temps d'y apprendre là, les 4 cossins, tous les logos, la façon que ça marche. On a joué, puis je me demande si en 1h15, on n'a même pas fait la table talk avec ça. Il est super beau. Il est un peu cartoon, là, soit. Il est super beau. Il est bien produit, là, les caractéristiques là, des pions. Attends, si on regarde ici, là, regarde-moi ça, là, comment là, les découpes là, des différents bateaux. Attends, ici, tu as un voilier d'exploration. Ici, je crois que ça, c'était les Romains. C'est extraordinaire comment les workers sont bien faits. Attends, ici, ça, je me demande si c'était pas genre Inca ou Aztèque. Ah non, c'est égyptien ceux-là. Ça, c'était probablement les Égyptiens. Tu avais aussi, comme je te dis, là, soit les Incas, Aztèques ou quelque chose comme ça. Et je crois que tu avais une faction plus asiatique avec le classique là, du chapeau à la Raiden là, ou Raiden dans Mortal Kombat. La façon que ça se joue, puis là, je regarde, il n'y a pas beaucoup de logos, de photos, c'est-à-dire, OK, on va essayer de venir ici. Tu vois ici, là, il y a comme une barre de bateau. Et tu as 4 cadrans. Chacun des cadrans correspond à une des 4 actions 4X. Donc, tu as ici explorer, tu as le petit bateau. Tu as ici Expand, donc avec les tentes, grosso modo, c'est que tu vas aller parquer des travailleurs sur les parcelles de pays. Tu as ici Exploit, donc tu vas aller récolter les ressources disponibles sur là où tu as des travailleurs sur une île. Et tu as ici la portion militaire du jeu. C'est une tuile centrale et ça ici, ça tourne. Et comme dans Scythe, ce que tu peux faire, c'est que tu tournes ta barre et tu ne peux jamais prendre 2 actions pareilles bout à bout. Si ta barre est là, ben, tu ne peux pas faire 2 actions de combat d'affilée. Il va falloir que tu te promènes. À mesure que tu fais certains trucs, tu vas pouvoir placer soit des cubes ou des travailleurs qui sont ici pour être capable de débarrer les bonus que tu as en dessous. Ça ici, c'est pour... il y a certaines créatures qui peuvent apparaître sur des tuiles. Donc, si tu as réussi à les tuer, tu vas mettre un petit symbole de mort dessus. Et ici, tu as des petits lutrins. Les lutrins ne peuvent contenir que 6 6 ressources. Pas type, mais 6 ressources complètes. Tu as ici là, la bague qu'appelle les arts, ou ce que dans d'autres jeux, là, on va appeler la culture. Tu as ici là, les cornes de raisin là, qui vont représenter la nourriture, et tu as les épées qui vont représenter ta force militaire. Quand tu récoltes des jetons, tu les mets sur ton lutrin pour que toi tu puisses les voir, mais que ton adversaire ne puisse pas savoir ce que tu as dans les mains. Tout ce qu'il va voir, c'est le dessus du jeton dépassé. Ils ont tous le même dos. Pourquoi c'est important? C'est que si tu vas en militaire, donc si tu vas en combat, tu choisis ça puis je décide d'aller te combattre, notre force militaire, notre développement militaire ici, là, qui est le petit cylindre que tu vas placer de bas en haut, ça c'est de nature publique, on le sait. Fait que mettons là ici il y a 2 puis toi tu as 3. Par contre, as-tu réussi à tenir le compte de savoir combien d'épées j'avais ici sur mon lutrin? Et donc ce qu'on fait, on va prendre certaines de nos jetons. Le jeu dit ben prends-en, mets-les aveuglément dans ta main, puis révèle-les. Tu prends ta force militaire
plus le nombre d'épées que tu as rajouté dans ta main, ça va donner ta force totale. Puis après ça, ben, qui a gagné, puis on fait la résolution de combat. Ici, tu as des coffres. Chaque scénario va avoir un nombre maximum de culture, de nourriture et de force militaire. Tous les jetons consommés s'en vont ici, dans ce que je vais appeler la poubelle. Ton déclencheur de fin de partie, c'est quand un des 3 coffres va être vide. Il y a aussi un mode solo qui est super bien développé. Je pense que c'est 15 ou 20 scénarios sur des cartes asymétriques. Tantôt, il me semble que j'ai vu dans une des photos le board solo. C'est celui-là ici? Non. C'est pas lui. Puis la forme de la carte, là, selon si tu joues à 2, 3 ou 4 joueurs, la forme de la carte va changer de façon à ce que le conflit arrive plutôt rapidement. Écoute, ça me fatigue. Ah, ici, je pense je pense que c'en est un. Non, ça n'en est pas un. Anyway, il y a 2 livres de règlement. Tu as le livre de règlement régulier, puis après ça, tu en as un dédié au mode solo. Le mode solo, il n'est pas tactone. Il est là, ça marche. Mais c'est un jeu de pure efficience en solo. Un peu comme dans Sight, tu sais, quand tu joues avec l'Automa Factory, quand tu joues à Easy, essentiellement, tu as 20 tours pour pouvoir gagner. Si tu joues à, mettons, à Medium, tu as 17 tours. Si tu joues à Hard, tu en as 15. Puis si tu joues à Very Hard, tu en as 14. Ici, c'est un petit peu la même chose. Chaque scénario t'oblige à le finir dans un nombre de tours prescrit. Le bout qui est le fun, c'est que les conditions pour gagner sont différentes. C'est pas nécessairement d'aller anéantir ton adversaire. Il y a des fois, ça va être, voici 4 tuiles et tu dois les avoir explorées avant la fin du 10e tour, mettons. Ou 10, c'est un peu optimiste, là. Mettons du 16e tour, tu dois avoir exploré ces 4 tuiles-là. Évidemment, il y en a toujours 2 qui sont faciles, puis 2 qui vont être plus compliqués. Si ta nation s'est fait attaquer par l'ennemi, tu tombes game over automatique. Puis en plus, la boîte, elle est tout petite. Là, elle est dure à pacter là, à la fin, là, parce que tu as beaucoup d'éléments 3D, les coffres, les lutrins, puis ça, c'est des trucs que tu défais pas. Là. Un coup qu'ils sont faits, après ça, essaye de faire fitter ça dans la boîte. Pourquoi je l'ai vendu? C'est quoi? Je ne serais pas capable de te le dire. La seule affaire que je peux dire, puis je vais réitérer un YouTuber, c'est, j'oublie son nom, c'est celui qui fait, je crois, de Discriminating Gamer. Il manque le X-Factor. Tout est là, ça marche, il est beau, les actions sont simples, ça se joue rapidement. Comme je te dis, 15 minutes par personne, puis ici tu le vois, là, 15 minutes, je trouve ça un peu serré, mais 20 minutes par personne, je le crois. 10 ans et plus, encore là, peut-être un peu, mais je suis prêt à le croire. Tu as un petit deck de cartes là, parce que tu as des places où tu vas aller fouiller dans des cavernes là, pour découvrir des artefacts magiques qui sont essentiellement, là, c'est tes 4 actions, mais ça va te donner soit de l'or. Ah oui, puis condition de victoire, c'est celui qui finit avec le plus d'or. Encore là, dans le livre de Sight. Je le répète souvent, mais c'est que, comme je te dis, c'est une dilution, une distillation de Sight à sa plus simple expression, avec une qualité de production qui est égale, mais sans tout le bling. Et en plus, pour le solo gamer, avec des maps puis des scénarios qui sont différents au lieu de toujours jouer sa même map. Fait que tout ça, là, ça marche super bien. Le solo, il marche bien. La mécanique, un peu weirdo là, sur comment l'activer, mais un coup, tu as compris, ça roule tout seul. Mais c'est tout ce qui manque, c'est qu'il manque du X-Factor. Il manque le petit « oh oui, il y a ça ». Est-ce qu'une petite expansion qui rajouterait des actions asymétriques ici quand tu choisis, donc au lieu d'avoir juste les actions de base, ou peut-être juste de changer la tuile au centre, peut-être, je ne l'ai pas trouvé autant dans Council of Shadows, je te disais, ben, je pense que le design est là, mais je trouve que les cartes ne tournent pas assez vite, qui fait en sorte que les parties reviennent un petit peu du pareil au même.
autant je te dis dans Ceylon, c'est que je trouvais que j'avais pas de buzz quand je complétais un contrat. J'avais pas l'impression de devenir meilleur. Je faisais juste des points ou de l'argent. Et le jeu se continuait pas mal sur le même rythme. Rinse and repeat chaque tour. Diluvium, ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Et je pense que c'est ça son problème. En 15 minutes, t'as aucun sentiment de 4X. T'as plus l'impression que c'est un genre de worker placement avec du déplacement. Fait que tu choisis une action, tu mets des bonhommes ou tu bouges ton navire, puis tu fais l'action qui est là. Et je trouvais ça un peu mince. Je ne sais pas comment ça pourrait être racheté, celui-là. Mais ce n'est un autre que tu me dirais, on le joue avec plaisir, surtout à 15-20 minutes par personne. Ça ne sera pas les 4 heures que j'ai passé avec Doom. Ici, au moins, je le sais que même avec le teach, là, puis on est une table de 4, 1h30, là, 1h03, là, on a fini la game, là, puis soit qu'on reset la map ou qu'on peut entabler un autre. Si t'entends du galing, là, c'est mon verre d'eau glacé. T'entends probablement là, que je suis en train de perdre la voix tranquillement. Fait que, écoute, c'était ça pour les jeux que j'ai vendus qui m'ont permis d'aller me chercher Amalfi. Pas Amalfi, mais Amalfi Renaissance, sur lequel je t'en donne pas trop parce que j'ai le feeling que Martin va vouloir que j'y en parle puis que je t'en parle aussi. Puis ça va me laisser le temps de... J'ai joué peut-être une partie de Teach, une partie complète. Il va falloir que j'en joue encore une ou deux là, pour être capable de me faire une opinion et être capable de t'en parler avec un peu plus de détails. Donc, c'était ça pour l'épisode 6. On a réussi à faire ça sans Martin. J'espère que tu as trouvé ça le fun pareil que d'être avec moi pendant, je pense que ça va être pas loin de 2 heures. Donc, on a vu Thunder Alley, jeu de course, pas pire, solo. J'essaie les automas, puis j'aurai sûrement l'occasion de t'en reparler dans un autre show. La crypte de la créature, si tu veux un jeu famille là, ou un jeu de chalet, vas-y, ça a été bien le fun. Dune Imperium Uprising, super de beau design, je comprends les gens qui l'aiment. Moi, je rejouerais, mais clairement, je m'achèterai jamais ça. Puis après ça, on s'est parlé de Council of Shadows, Ceylon et Diluvium, qui sont 3 jeux bien corrects, mais qui sont tristement dans le petit carré là, du « ça marche, mais encore ». Fait qu'on complète là-dessus pour l'épisode 6 de À table, podcast ludique. Merci de t'être joint à moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là!